Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Quand j'ai demandé à Caroline Receveur pourquoi avoir accepté de passer au micro des locomotives plutôt que de choisir un podcast ayant une visibilité encore plus forte, elle m'a répondu qu'elle préférait donner de la visibilité à celles qui en avaient besoin. Et je me suis dit que je me devais de partager cette réponse avec vous, qui nous prouve une fois de plus sa bienveillance, valeur qui, vous le savez, est très importante chez les locomotives. Caroline a 35 ans, elle est entrepreneuse depuis une dizaine d'années, mannequin et influenceuse. Elle a un parcours dense et diversifié. On pourrait croire qu'elle a déjà eu 1000 vies. Elle aime être dans le feu de l'action. Elle a ce besoin d'être constamment en mouvement, telle une locomotive qui ne cesse de fournir de l'énergie à son train. À 17 ans, elle obtient son bac littéraire puis enchaîne de multiples expériences. Le mannequinat, le lancement d'un bar à salade, la participation à l'émission Secret Story et à d'autres émissions d'Énergie 12. Elle devient ensuite animatrice télé de cette même chaîne, puis elle lance son blog, elle ouvre une boutique de vêtements en ligne, elle se retire ensuite définitivement de la télé qui aura représenté pour elle un très beau tremplin. Entrepreneuse dans l'âme, elle décide ensuite de lancer sa marque de thé bien-être Vandertea et de changer de vie en partant s'installer à Londres. Elle commence à faire des campagnes publicitaires digitales pour des marques et en 2016, elle revient au devant de la scène en France en participant à Danse avec les stars. Elle écrit son livre, lance sa marque de vêtements REC, fait la couverture Forbes, change de nouveau de vie en 2020 en partant vivre à Dubaï et pour finir, elle lance son tout nouveau projet, Cosmic Goddess. Rêveuse, déterminée et passionnée, dans un univers dominé par l'image, elle a réussi à s'imposer bien au-delà. Ayant toujours ce besoin de se renouveler, elle n'a pas d'objectif en particulier, mais elle se nourrit de ses diverses expériences. À travers cet échange, on découvre Caroline Receveur sous un nouvel angle. On découvre son mindset, ses valeurs, sa perception de la vie et ses priorités. Caroline est d'une authenticité déconcertante et nous parle sans filtre de son parcours, de ses choix, de son quotidien, de ses différentes casquettes, de la genèse de son projet Cosmic Goddess, de son voyage à Katmandou, de son anxiété et de sa manière de voir la vie. Caroline n'a jamais cherché à plaire ou à être connue. Elle aime être comme tout le monde, elle reste humble et assume sa part de vulnérabilité. Et s'il y a une phrase, une leçon que je retiens d'elle et que je partage à 100%, c'est qu'il vaut mieux essayer, tenter, plutôt que d'avoir des regrets. Belle écoute à vous. Bonjour Caroline. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va bien, merci. En tout cas, merci infiniment. Je te l'ai déjà dit, mais je te le redis. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation et de passer au micro des locomotives. C'est génial et tu vas tellement nous inspirer à travers ton témoignage. Donc, je tenais à te remercier encore une fois. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter, Caroline ? Donc, c'est un peu drôle de te poser cette question parce que tout le monde te connaît, quasiment tout le monde, mais est-ce que, en quelques mots, tu peux te présenter s'il y a des personnes qui ne te connaissent pas ? Oui, je m'appelle Caroline Receveur, j'ai bientôt 35 ans et je suis entrepreneur depuis une dizaine d'années. Hashtag mannequin, hashtag influenceur. Voilà, en gros. En gros, exactement. Donc, clairement, tu le dis un petit peu dans ta présentation, tu fais beaucoup de choses. Tu as fait beaucoup de choses. Il me semble t'avoir déjà entendu dire que tu avais eu 1000 vies déjà. Donc, justement, on va en profiter pour revenir un peu en arrière dans ta vie. Je ne sais pas à partir de quand, puisqu'il y aurait du coup peut-être trop de choses, ou peut-être que tu peux faire un résumé. Mais du coup, qui étais-tu quand tu étais jeune ? Qu'est-ce que tu voulais faire et par quoi tu as commencé ? Et est-ce qu'on peut un petit peu comprendre ton parcours, ce que tu as fait un peu dans la vie avant d'en être du coup là où tu es aujourd'hui ? Ouais. En effet, c'est vrai que j'ai fait 1000 choses. Si je devais partir d'un point de départ, je dirais de mes 17-18 ans, l'âge où j'ai eu mon bac littéraire. Donc à l'époque, je m'étais plutôt mis en tête d'être professeur des écoles,
après peut-être d'aller en fac de communication. Et au final, j'ai pas voulu me lancer dans quoi que ce soit parce que j'avais pas d'idée précise de ce que je voulais. Je voulais surtout pas faire quelque chose pour passer le temps. Donc finalement, je suis rentrée vite dans la vie active. En parallèle, j'avais été repérée par une agence de mannequins. Donc en fait, je suis montée à Paris et j'ai rapidement travaillé donc pour payer mes courses, mon loyer. Voilà, une aventure qui a duré à peu près 1 an, qui m'a pas vraiment plu. Je me suis pas sentie à ma place, mais en tout cas, ça m'a appris pas mal de choses. En tout cas, à être autonome dans une ville que je ne connaissais pas. Pour moi, Paris, c'était voilà, prendre le métro pour moi qui venais d'Épinal dans les Vosges, c'était très compliqué, quoi. Donc j'étais toute seule, je connaissais personne. Le fait de devoir gérer voilà son argent, de faire attention aussi parce que j'étais une femme, j'étais une jeune fille seule, toute seule dans Paris. Donc bon, ça m'a appris beaucoup de choses, mais ça m'a pas plu en termes de chemin de vie, on va dire, professionnel. Et entre-temps, je suis partie revivre à Metz. Je viens d'Épinal, mais j'avais rencontré mon copain de l'époque à Metz. Et j'ai bossé dans le milieu de la nuit en tant que barmaid. Et en parallèle, on a ouvert un bar à salade, en fait, côté gare, à Metz. Et tout ça, c'était avant qu'en 2008, on me propose de participer à l'émission Secret Story, donc c'était la saison 2. Au début, je voulais pas forcément le faire, et puis en fait, à l'époque, on touchait 10 000 euros, voilà, un peu comme ça, qu'on reste 3 semaines ou 3 mois. Et moi qui venais d'investir avec mon copain de l'époque dans un bar, voilà, dans l'entrepreneuriat finalement, c'était pas horrible cette petite somme d'argent. Et donc, je me suis lancée là-dedans un peu sans trop savoir où ça allait me mener. Et puis de là, après, tout s'est enchaîné. J'ai été repérée par une marque de prêt-à-porter. Je suis venue m'installer à Paris pour représenter cette marque. En parallèle, je continuais à passer des castings de mannequins. Et puis, en fait, à un moment donné, j'ai commencé à m'ennuyer. Donc, j'ai recherché, si tu veux, un travail normal, déjà pour m'occuper, parce qu'en fait, donc je faisais du mannequinat, j'étais ambassadrice de marque, mais ça me prenait pas tout mon temps et je m'ennuyais vite. Et puis, je voulais surtout assurer mes arrières, puisque c'est assez aléatoire, le milieu du mannequinat. Donc, j'ai repris un travail de hôtesse d'accueil dans des banques privées. Ouais. Je faisais ça à mi-temps. Donc, ça me permettait d'avoir une sécurité et d'avoir, entre guillemets, un peu d'argent de poche avec le mannequinat. Et j'avais une bonne relation avec la chaîne Énergie 12. Et en fait, ils m'ont donné l'opportunité de participer à plusieurs de leurs émissions et principalement de devenir animatrice d'une émission de poker qui s'appelait La Maison du Bluff. Puis après, de passer co-animatrice du MAG sur Énergie 12. Donc, ça m'a offert une belle visibilité. C'était le tout début des réseaux sociaux, je crois. Je suis même pas sûre qu'il y avait Instagram à l'époque, pas sûre. Mais en tout cas, il y avait Facebook et Twitter. Et donc, ça m'a offert une belle visibilité. Et toujours pareil, même si c'était des postes assez confortables, correctement rémunérés, je m'ennuyais assez vite. Et j'ai eu envie de lancer mon blog pour être un peu plus proche de mon audience. À l'époque, on avait eu les Skyblogs, les MySpace, et puis après, oui, c'est vrai. les WordPress. Et moi, j'ai lancé mon blog. Et rapidement, j'ai à nouveau eu cette fibre un peu entrepreneuriale qui est revenue. Et je me suis dit, tiens, comme tout le monde me demande toujours où est-ce que j'achète mes vêtements, je vais créer une boutique en ligne sur laquelle les téléspectateurs, en tout cas, parce qu'à l'époque, c'était surtout de la télé, pourront acheter les mêmes vêtements que moi. Donc, j'avais monté mon site internet, mon blog et mon site internet, de vente en ligne, sur lequel j'allais choper... si tu veux, j'allais chez mes petits créateurs, mes petits fournisseurs, et puis je vendais mes vêtements, enfin pas mes vêtements, mais en tout cas les vêtements que je portais, les collections que je portais sur ce site. Donc ça fonctionnait plutôt pas mal. Ensuite, j'ai décidé de me retirer du milieu de la télé qui, pareil, ne me convenait pas forcément. Donc il y avait forcément une partie qui me disait c'est correctement payé, c'est confortable, mais ça m'excitait pas du tout. C'était une très belle opportunité, un très beau tremplin, mais voilà, c'était pas une fin en soi. Et là, en parallèle de ce blog, de cette boutique en ligne, j'ai eu envie de monter ma toute première marque, Wanderty, donc de thé bien-être. Je me suis pas mal inspirée de ce qui se faisait en Australie et aux États-Unis. J'étais très axée nutrition bien-être à cette époque. Je le suis toujours, mais c'était vraiment plus une obsession à l'époque.
et j'ai développé donc ma marque de thé bien-être. Et au même moment où je prenais la décision du coup de quitter le Énergie 12, je faisais aussi le choix un petit peu de de changer de vie en décidant d'aller m'installer à Londres, en tirant un trait pas forcément négatif, mais en tout cas en tournant une page plutôt sur les dernières années qui s'étaient écoulées, qui m'avaient rendu très visible, mais peut-être un peu trop à mon goût. Et j'avais besoin d'un nouveau souffle, de prendre un nouveau départ. Donc je suis partie m'installer à Londres. J'ai stoppé ma boutique de vêtements en ligne. Mon blog, je l'ai quand même continué à l'alimenter, et je me suis focus sur Wanderty. Et c'était l'arrivée aussi d'Instagram. J'ai vu qu'il y a eu un engouement qui était assez rapide dès le début, donc je me suis pris au jeu. Et puis, sans que vraiment personne ne s'y attende, on a commencé tout doucement à avoir les placements, on va dire ça comme ça, de produits, en tout cas les collaborations rémunérées. Donc ça, c'est venu s'ajouter à mon quotidien d'entrepreneur pour Wanderty. Donc je commençais à faire des campagnes publicitaires, digitales pour des marques. Et je suis restée donc 3 ans à Londres. Et je suis revenue, je suis pas vraiment revenue en France, mais en tout cas, je suis revenue un petit peu dans le paysage médiatique lorsque j'ai participé à Danse avec les stars en 2016. Et là, en fait, ça m'a fait revenir un petit peu sur le devant de la scène en France en tant qu'entrepreneur et mannequin. Et c'est comme ça que je voulais finalement qu'on me décrive, parce que finalement, les gens avant me connaissaient mon visage, mon nom, mais ils savaient pas tellement ce que je faisais. Je pense que c'est pas moi non plus, mais presque, en fait, j'avais pas de statut établi. Et en revenant participer à Dals, j'avais vraiment ce statut, qui était assez clair d'entrepreneur et mannequin. Et puis, donc j'ai continué à gérer Wanderty, à être ambassadrice de marque comme L'Oréal, comme Morgane, enfin comme des grandes enseignes qui m'ont fait une très jolie visibilité, de très belles collaborations. J'ai écrit mon livre, No Filter, mon premier livre. J'ai été la voix off du film Emoji de Sony. Et puis après, voilà, tout s'est enchaîné. Entre-temps, je suis repartie vivre à Londres, parce que j'habitais à Londres, donc j'étais juste venue pour Danser avec les stars. Donc, je continue à vivre ma vie à Londres. Et j'ai lancé ma marque de vêtements Rec Paris, de prêt-à-porter féminin. J'ai eu la chance et l'honneur de faire la couverture de Forbes en 2019. J'ai lancé une marque de produits de beauté entre-temps que j'ai revendu il y a peu. Et je suis venue m'installer à Dubaï il y a 2 ans maintenant. Et j'avais besoin à ce moment-là aussi encore une fois, de tourner une nouvelle page. Et donc, en arrivant à Dubaï, j'ai continué, bien entendu, mes collaborations avec les marques. Et puis, j'ai eu envie de me lancer dans un nouveau projet qui est Cosmic Goddess, donc qui est une marque de café, que je gère seule depuis. Enfin, seule, j'ai des équipes, mais en tout cas, au board, je suis seule. Donc, c'est différent de ce que j'ai pu faire avant, mais c'est hyper instructif. Et on va en parler. Bien évidemment. Et voilà, et on en est là aujourd'hui. C'est vrai que quand je fais le point, je me dis waouh, calmos un peu quoi. Calmos. Non, mais c'est génial. Et il me semble que tu avais dit, et je sais pas si c'est quelque chose que tu ressens encore, que pour toi les week-ends c'était chiant. Maintenant que t'as Marlon, c'est pas chiant, c'est du temps avec ta famille, etc. Ouais. Mais il me semble qu'avant c'était plutôt le côté chiant, et toi t'aimais être dans le feu de l'action de la semaine et des projets de la vie en fait. Pour quoi qu'il arrive, j'aime être en mouvement. Après, j'ai toujours ce petit truc quand même les week-ends où tout est au ralenti, et Enfin, j'aime bien quelques heures, tu vois. Je préférais avoir quelques heures par jour off, mais en continu, plutôt que d'avoir 2 jours où tout s'arrête et où du coup tout est en en stand-by, parce qu'en fait c'est du stand-by forcé quoi. Et c'est vrai que j'ai un peu de mal avec ça, mais bon, c'est différent maintenant que je suis à Dubaï, qu'effectivement j'ai un enfant, que c'est différent. Mais j'ai toujours ce truc où j'ai besoin d'être en mouvement, et c'est dur pour moi d'être au ralenti quoi. Mais j'apprenne quand même à Non, mais c'est bien, je comprends. C'est important d'être toujours dans. C'est ça en fait qui nous fait sentir vivants, et pourquoi on vit la vie avec intensité, c'est les projets, c'est le feu de l'action, c'est tout ça qui nous anime au quotidien. Donc je rejoins ce que tu dis, c'est un peu la clé. Et du coup, tu as dit beaucoup de choses, tu nous as donné beaucoup d'informations, et donc c'est hyper intéressant de voir que finalement, tu as toujours été un petit entrepreneur, même si tu as toujours, même si tu es allé dans des sociétés, etc., tu as toujours été finalement
entrepreneuse dans l'âme, hyper déterminée. D'où ça te vient tout ça? Bah je sais pas parce que j'avais pas des parents entrepreneurs. En tout cas, j'avais un papa qui était fonceur, qui a toujours. Je repense à ça l'autre jour. Je crois que sa citation préférée, c'était quand on veut, on peut. Et je pense que j'ai été élevée avec cette détermination de bah quand tu veux quelque chose, t'y vas. Et donc je pense que le côté fonceur vient de là. Par contre, le côté entrepreneuriat, je sais pas. Je pense que j'ai toujours été peut-être une rêveuse, j'ai toujours eu des idées, des envies. Et puis, je pense aussi en parallèle de ce qui arrive à mon papa, c'est que comme j'ai vite endossé un rôle, tu vois, un peu de meneur, j'ai eu beaucoup de mal après, ou en tout cas en parallèle, d'avoir peut-être des gens qui me dictaient quoi faire, quand finalement je faisais déjà tout, enfin, quand j'apprenais à tout faire seule, en fait. Je pense qu'il y a une part de ça aussi, c'est pas que j'ai du mal avec l'autorité, mais comme j'ai toujours tout fait toute seule, j'ai pas envie qu'on vienne me dire quoi faire. Alors, par contre, je suis hyper à l'écoute des conseils. Je suis pas bornée, je suis pas égocentrique, mais j'aurais du mal à avoir un boss au-dessus de moi, sachant que je suis hyper créative, hyper parfois éparpillée aussi, et que j'ai besoin de ça en fait pour me construire. Donc, j'arriverai pas à me mettre dans une case avec des choses trop précises à faire. Je m'ennuierais trop en fait. Ouais, et d'ailleurs, on va y revenir par rapport à toute cette créativité autour de ton projet Cosmic Goddess, dont tu es, ça émane de toi. Mais on va pas en parler tout de suite. J'ai d'abord quelques questions à te poser, mais on va y revenir. Du coup, ça fait sens ce que tu dis. Tu as besoin de développer un maximum ta créativité. Du coup, c'est très intéressant ton parcours. Pourquoi je trouve en tout cas que c'est très intéressant parce que, comme tu le dis, tu as été connue de base dans des émissions de télé-réalité, à travers la télé, etc. Et je trouve que tu as vraiment réussi un truc de dingue, c'est-à-dire que tu vois, dans un univers gouverné par l'image, tu as vraiment réussi un espèce de tour de force à t'imposer bien au-delà. Comment t'as fait? Bah, déjà, en fait, ce que j'ai fait il y a il y a quasi 15 ans maintenant, ça a jamais été une fin en soi. Je l'ai pas non plus vécu à l'époque comme un tremplin. Je me suis pas dit, oh, si tu fais ça, il va t'arriver ça. Je l'ai vraiment fait un peu, si tu veux, à l'aveugle. J'attendais rien, si ce n'est les 10 000 € à la fin de mon émission qui me permettaient de rembourser ce qu'on avait investi dans le projet qu'on avait à l'époque. Donc, en tout cas, pour moi, à chaque fois que je développe quelque chose ou que je m'engage dans quelque chose, c'est jamais une fin en soi, parce que les choses bougent et j'ai tout le temps envie et besoin de me renouveler. Donc, je me sers de mes expériences. Je les fais toujours avec le cœur, avec un minimum de réflexion, tu vois. Enfin, genre à l'heure actuelle, jamais de ma vie, je serais capable de refaire ce que j'ai fait il y a 15 ans. Ça n'a plus du tout la même saveur, ça n'est plus du tout les mêmes codes. Donc voilà, à l'époque, ça avait en tout cas du sens, ça m'amusait de le faire à l'époque. Et bah après, je me suis servie de ça sans l'avoir cherché, mais en tout cas pour construire autre chose. Et c'est comme ça que je pense que j'ai fait mon parcours, c'est que je me suis servie de tout ce que j'ai fait pour, tu vois, bâtir petit à petit à chaque fois quelque chose de plus fort et de plus grand. Sans me dire que par exemple j'allais terminer mannequin ou que j'allais terminer animatrice télé ou que j'allais terminer influenceuse ou voilà. Pour moi, c'est plutôt à chaque fois des steps, des outils, des expériences, des ratés aussi, mais à chaque fois des expériences qui me permettent aujourd'hui d'avoir des armes supplémentaires pour construire ce que je construis. Quoi qu'il arrive, même encore à l'heure actuelle, j'apprends encore. Je sais pas, j'ai pas de limite en fait, j'ai pas d'objectif en particulier, si ce n'est me nourrir en fait de tout ce qui m'arrive et de toujours faire des choix en adéquation avec ce que je suis et avec ce que je suis. Ouais, et je pense que c'est d'ailleurs, un des conseils clés pour, oser donner vie à ses projets. C'est comme tu dis, ne pas se mettre de limites, ne pas se mettre de barrières et ne pas se dire que, je donne vie à ce projet, donc c'est une fin en soi. Et d'ailleurs, il y a une phrase, que tu dis, que c'est que tu préfères essayer, tenter quelque chose, plutôt que d'échouer et d'avoir des regrets. Bien sûr, ouais, bien sûr. Quand j'ai quelque chose en tête, j'ai au moins besoin de tenter, même si ça va pas jusqu'où j'aimerais que ça aille ou ce que j'avais en tête. Mais en tout cas, je préfère tenter et avoir essayé que de ne rien faire.
De toute façon, ça m'obsède trop pour ne rien faire. Donc, ouais, c'est de toute façon. Et puis, on apprend plus en se plantant et dans la difficulté que quand tout est facile. Donc même si on tente, qu'on échoue, en tout cas que c'est difficile, c'est beaucoup plus enrichissant que quand tout est simple. C'est vrai. Donc tu fais un métier qui est pas facile parce que ton visage, il se cache souvent derrière certaines marques, etc. Donc tu es sans cesse mise en lumière. Comment ça se passe? Est-ce que c'est difficile au quotidien de se voir sans cesse, d'avoir la sensation de devoir être, entre guillemets, bien sûr, parfaite, de devoir montrer cette belle image? Est-ce que c'est difficile pour toi? Forcément, quand on est sur les réseaux, on utilise cette image donc comme on l'entend. Moi, c'est vrai que il fut un temps, je me mettais beaucoup plus de pression par rapport à non pas ce que pensaient les gens de moi, mais déjà moi vis-à-vis de moi. Donc j'étais un peu plus critique que maintenant. La preuve dans les vidéos que je fais sur mon Instagram, les vidéos Week ou autres, je mets pas de filtre, où il y a pas de retouche. C'est vraiment moi nature peinture, parce que j'ai appris à m'accepter comme j'étais et que j'ai rien à cacher, on va dire ça comme ça. Et c'était aussi une manière pour moi de me dévoiler telle que je suis dans ma manière de parler, de m'adresser à mes équipes, de vivre finalement. Donc je suis beaucoup moins dure avec moi-même là-dessus maintenant que j'ai presque 35 ans. Après, par rapport à mes marques, ça a toujours été effectivement un moteur pour la visibilité, pour le tremplin, pour rameuter une audience derrière. Maintenant, c'est vrai que Cosmic, mon objectif dès le début, ça a été de me dire que je veux que ce soit une marque qui ne vive pas à mes dépens, en tout cas pas aux dépens de mon image. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un petit avatar et que c'est pas moi. Enfin, je participe aux campagnes et ça m'amuse, mais voilà, c'est pour moi, c'est Cosmic Goddess, et j'ai 35 ans et je vais pas passer ma vie à m'exhiber sur les réseaux. Et voilà, j'arrive je pense dans la deuxième partie de ma vie qui me fait prendre un peu de recul sur tout ça, qui m'amuse moins aussi. Ça m'amuse moins de me prendre, enfin de prendre des photos tout le temps comme je pouvais le faire avant. C'est d'ailleurs pour ça que je poste moins. Mais voilà, moi je suis en adéquation avec ça. Et c'est vrai que ça sert forcément d'être reconnu quand on lance une marque. Je l'utilise, mais j'en abuse pas. Et surtout pour Cosmic, où je visualise comme un projet long terme, l'idée c'est vraiment que cette marque, tu vois, grandisse et évolue dans le temps sans que ce soit forcément lié à moi, puisque moi pour le coup j'ai une date de péremption et que je ne suis pas toujours, même pas que physiquement, mais voilà, à un moment donné les gens se désintéresseront sûrement, il y en aura d'autres, et c'est normal et c'est le jeu, mais c'est trop risqué d'avoir une marque qui repose que sur une image. Enfin après ça dépend, c'est pas une science exacte, mais en tout cas moi à terme j'ai pas envie que toutes mes marques soient full Caroline Receveur, quoi. Mais c'est top, je trouve que tu en parles comme ça. Enfin, on dirait que tu as pas peur finalement de l'avenir, d'être au devant de la scène un jour et ne plus être le lendemain. Enfin, t'es OK avec ça en fait? Oui, parce que je me nourris pas de ça en fait. Tu vois, genre là j'en parlais ce matin, je me rends compte que par exemple dans ma to-do list, la création de contenu, ma visibilité sur mes propres réseaux, elle passe en dernier de la liste. C'est un peu d'ailleurs. Mais en fait, je prends tellement à cœur mon rôle d'entrepreneur et tu vois, et de maman aussi, que en fait j'essaie de faire les choses dans l'ordre, et ma priorité c'est pas d'être reconnue pour un physique ou un nom, c'est vraiment plutôt de mettre à profit mon énergie et mes capacités pour le fond, quoi. Et le fond c'est mes marques, c'est ma créativité, c'est la gestion de mes équipes, c'est tout ça. Donc ça me prend pas mal de temps, et c'est vrai que même si j'adore partager avec mon audience, ça en devient un outil de communication, tu vois, plus que encore une fois, plus qu'une fin en soi. Je me nourris pas de mon nombre d'abonnés ou de. Après, il y a des moments forts, comme quand j'avais fait mes stories il y a quelques semaines, où j'étais pas bien, j'avais communiqué dessus et j'avais eu un élan, voilà, d'amour. Et ça, et je sais que mon audience me connaît, donc elle sait aussi que je suis pudique, que je suis pas tout le temps sur les réseaux, et c'est OK. Mais moi, en tout cas, et ils savent aussi que je ne suis pas dépendante de ça, en tout cas de cet affect, que même si on en a dans les deux côtés, je suis pas dépendante de ça.
et que je préfère être investie à 1000% dans la vraie vie, dans ce qui crée le fond de mes business, de ma personnalité, de mon cocon, plutôt que sur la forme d'être trop présente, ou en tout cas trop à mon goût et sans fond, tu vois. Donc, non, c'est pas trop un problème pour moi. Mais tu vois, je trouve ça super parce que, ben, en fait, c'est ce qui fait qu'on remarque, en tout cas, à travers ta communication sur les réseaux, comme tu le dis, que tu as vachement la tête sur les épaules. Enfin, il y a jamais un moment donné où tu as décollé, tu vois, enfin, plus haut dans ta tête, on va dire, en décollant dans ta vraie vie, ce qui aurait pu tout à fait arriver, tu vois. Tu peux un peu perdre pied et te sentir vraiment au-dessus de tout le monde. Ça arrive à plusieurs personnalités publiques. Et toi, on sent que tu as vraiment, ben, t'as les pieds sur terre, quoi. T'es dans la vraie vie. On a l'impression que ben, tu te sens comme tout le monde et tu as envie, en fait, de cultiver Ah oui. cette image-là. C'est aussi un handicap. C'est-à-dire que je pense que j'ai le syndrome de l'imposteur, tu vois, et que, enfin, c'est une qualité, c'est un défaut, entre guillemets, une qualité. C'est-à-dire que ça me maintient les pieds sur terre parce que pour moi, je prends jamais rien pour acquis, parce que je me demande encore pourquoi moi, tu vois, qu'est-ce qui fait que justement j'ai réussi à créer tout ça. Il y a beaucoup d'interrogations autour de tout ça et, et ouais, c'est sûrement dû à ça, mais ça me permet enfin, c'est vraiment bien et pas bien parce que d'un côté, ça me permet de me challenger, de jamais rester sur mes acquis, de jamais, comme tu dis, euh, perdre pied, mais en même temps, ça empêche de savourer les moments forts ou en tout cas tous les échelons qu'on a déjà gravis. Et moi, c'est vrai que j'ai du mal à m'auto-congratuler, quoi, à me dire, ouais, mais t'as déjà fait ci, t'as déjà fait ça. Enfin, tu vois, c'est un peu une course sans fin et c'est un peu épuisant. Pour ça, je te disais tout à l'heure, je suis un peu fatiguée. C'est qu'en fait, je me dis, mais en fait, juste, qu'est-ce que tu cherches, quoi, tu vois, mais, mais ça a du bon et ça a du moins bon. En tout cas, c'est moi. Je suis ces deux personnes je suis ces deux personnes, quoi. En tout cas, je suis alignée avec qui je suis, ça c'est sûr. Je sais pas de toute façon faire semblant. Et puis le truc aussi, c'est que je cherche pas à plaire. C'est d'ailleurs peut-être pour ça aussi que je me dis pourquoi moi, c'est qu'en fait, j'ai jamais cherché à faire ce que je fais aujourd'hui ni à être connue. Et donc, c'est toujours ce truc de qu'est-ce qui m'arrive, quoi. Ouais, c'est dingue. Et c'est marrant que, donc je pense que, bah, il y a beaucoup d'exigences en fait. Tu es peut-être un peu exigeante avec toi-même parce que tu as de fortes ambitions professionnelles et cetera, de réalisation de soi, on va dire. Et donc c'est marrant parce que tu dis: «Je sais pas ce que je cherche» et donc je fais le lien avec, bah, ton voyage, à Katmandou. Donc si j'ai bien compris, tu y es allée suite à la lecture du livre, que tout le monde a lu, enfin que tout le monde, voilà, c'est un livre qui est incroyable, Kilomètre zéro et je pense que, bah, il t'a fait le même effet qu'il fait à beaucoup d'entre nous. C'est pour ça que tu es allée à Katmandou et qu'est-ce que tu es allée rechercher dans ce voyage? Euh, alors, le livre, forcément, c'était un énorme coup de cœur. Eh oui. Katmandou, bah, faut savoir que c'est à 4 heures de Dubaï, donc c'est vraiment la porte à côté. Et mon ami avec qui je suis allée là-bas, il était déjà allé, donc on en avait déjà parlé avant que je lise le livre. Et ça arrivait à un moment donné où voilà, j'étais en pleine, encore maintenant, hein, je lutte un peu contre mes angoisses et c'était plus un pied de nez de me dire, bah voilà, t'es capable de le faire, t'es capable d'y aller, t'es capable de te challenger. Et donc c'est pour le challenge que je l'ai fait. J'allais pas nécessairement chercher des réponses à mes questions parce que de toute façon, je pense qu'on les a jamais vraiment. On a des pistes, hein, mais bon, on n'est jamais sûr. Mais c'était plus voilà pour me challenger et puis pour découvrir autre chose, pour me déconnecter de ma réalité. Euh, et pour ouais, pour voir en fait parce que c'est vrai que moi je suis vachement dans ma bulle, tu vois, je suis vachement finalement je suis vachement auto-centrée sur mes projets, sur ma vie, j'essaie de tellement capitaliser mon temps, mon énergie et mon amour dans ce que je fais que j'en oublie des fois de regarder autour. Et donc ça me permettait de me déconnecter de ça. Et ouais, je sais, vraiment, c'était pas, j'allais pas chercher. Encore une fois, je pense on n'aura jamais les réponses à nos questions. C'était vraiment plus me challenger, voir autre chose. Et c'était sur le moment, j'avais envie, besoin. J'ai réussi surtout à prendre l'avion, à partir 3 jours et à faire quelque chose pour moi et mon bien-être. Et j'en suis revenue
En fait, encore une fois, pour moi, le Népal, c'était un step parmi d'autres steps que je mets en place pour, tu vois, me sentir bien dans ma tête, pour avancer sereinement, pour avoir moins d'angoisse. Donc, voilà, c'est vraiment step by step, quoi. Je suis pas partie là-bas en me disant, tu vas avoir une révélation. Il s'est passé des trucs extrêmement forts. J'ai pas tout mis dans ma vidéo week, mais que j'oublierai jamais, qui m'ont fait beaucoup de bien, qui résonnent encore maintenant. Mais c'est pas, de toute façon, je pense qu'on n'a pas enfin, c'est pas, il y a peut-être, enfin si, peut-être pour des gens, il y a des déclics qui arrivent quand on voyage mais en tout cas, ça a plutôt été une étape supplémentaire dans mon cheminement de mieux être dans ma tête et avec moi. Bien sûr. Et d'ailleurs, comme tu le dis, tu as montré récemment sur les réseaux que toi aussi, tu avais des angoisses. Tu avais beau être Caroline Receveur, mais tu as aussi des angoisses et de l'anxiété. C'est un sujet qu'on aborde beaucoup chez les locomotives parce que beaucoup de femmes, de jeunes femmes de nos âges, trentaine, vingtaine, enfin un peu dans ce créneau-là, c'est quelque chose qui a pris une énorme place dans notre vie, l'anxiété, et aussi pour les entrepreneuses. Donc je pense que tu connais tout ça, d'être entrepreneuse, d'avoir des soucis, des inquiétudes, des objectifs, et on a peur, et ça marche pas. Donc il y a aussi ça qui vient se rajouter dessus. Donc l'anxiété, c'est quelque chose qui, pour toi aussi, fait partie un petit peu de ta vie. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu et peut-être nous donner quelques conseils justement pour pas combattre l'anxiété, mais peut-être au contraire l'accepter et accepter que parfois elle fasse partie de notre vie, tout simplement? Alors, oui, c'est vrai que d'autant plus en étant entrepreneur, je pense que c'est un peu le mal du siècle, c'est-à-dire que on a réussi à mettre un mot sur le mal-être que pouvaient ressentir les gens sans raison particulière, c'est comme ça. En étant entrepreneur, je pense que c'est un petit peu décuplé dans le sens où tout dépend de nous, donc la pression est encore plus forte. C'est-à-dire que demain, si on se vautre, on se vautre. On n'a pas de filet, on n'a pas de et encore en France, on peut éventuellement être aidé, mais à l'étranger, c'est pas le cas, donc c'est toujours un petit peu flippant, surtout quand on construit une famille ou autre. Je pense après c'est ça qui excite aussi les entrepreneurs malgré nous, c'est de jouer un petit peu avec le risque. Il y a des périodes plus ou moins difficiles à passer, ça fait partie du process. Moi, ce qui m'a toujours entre guillemets sauvée, c'est d'avoir toujours fait les choses avec, c'est pas un plan B, c'est plutôt un backup, c'est-à-dire que quand je me suis lancée dans Wonderty, j'avais un petit peu d'économie, mais tu vois, j'étais co-animatrice, donc ensuite, quand je suis partie déménager à Londres, je commençais à avoir mes collaborations. Ensuite, quand j'ai commencé à faire l'influence, ça m'a permis enfin, tu vois, ou même à l'époque, quand j'étais mannequin et que j'avais que j'étais hôtesse d'accueil, j'ai toujours eu quelque chose en backup qui m'évite, en fait, finalement, tu vois, de plonger la tête la première si demain ça marche pas. Donc, ça m'a toujours quelque part rassurée. Et ça m'a, dans les deux sens, c'est-à-dire que quand j'avais Wonderty, qui m'assurait un revenu mensuel, j'avais aussi les collaborations et ça me permettait de refuser les collaborations dont je ne voulais pas et que j'allais potentiellement accepter juste pour l'argent. C'est d'ailleurs ça je pense, qui fait qu'aujourd'hui, je suis un petit peu différente, c'est que je fais peu de collaborations parce que je fais en sorte qu'elles matchent toujours avec moi. Donc à chaque fois, j'ai toujours eu cette balance de si l'un des deux fonctionne moyen, j'ai l'autre. J'avais toujours quand même cette sérénité en fond de je suis pas à la rue s'il y a un des deux qui foire. Donc ça, je pense que ça m'a beaucoup aidée. Après, pour en revenir aux angoisses, moi j'ai toujours eu la peur entre guillemets d'échouer dans le sens où voilà, comme j'ai perdu mon papa, j'avais l'impression d'avoir un peu tout le poids de la famille sur les épaules. Comme j'ai vite été indépendante, j'ai quand même fait en sorte d'aider ma famille. C'était vraiment mon moteur. Donc j'ai toujours eu la sensation, et c'était pas une sensation parce que un peu moins maintenant, mais ça l'est toujours quand même un peu. En tout cas pour moi, c'est que dès mon plus jeune âge, j'avais, si tu veux, une espèce de pression qui me disait de toute façon, t'as pas le droit de lâcher, parce que personne va venir te récupérer, et que t'as pas ta famille qui habite à Paris ou dans une grande ville qui pourra t'aider. Enfin, moi, je viens des Vosges. Je veux dire, si demain je repars à la case départ, c'est les Vosges, quoi. Donc j'avais toujours en fond, tu vois aussi que en fait, j'avais pas le choix, quoi, qu'il fallait de toute façon que je me bouge parce que personne ne le ferait pour moi et que ça devait faire partie aussi peut-être d'un de mes rôles
enfin d'un rôle à remplir dans ma vie, en tout cas d'être là pour aider mes proches si besoin. Et après, donc j'ai toujours eu quand même cette petite, enfin c'était pas une angoisse, mais en tout cas ce fil de bah t'as pas le droit à l'erreur, donc ça forge et en même temps ça fragilise. Et plus dernièrement, donc par rapport à mes angoisses, donc là vraiment plus maman, parce que même si j'ai toujours en tête, et c'est ce que je disais dans ma Q&A la semaine dernière, c'est que j'ai toujours fait en sorte aussi de m'assumer seule en tant que femme, de jamais devoir dépendre de personne, que ce soit pour de la paperasse ou financièrement. Enfin, je fais en sorte de tout comprendre, de tout maîtriser, pour que si un jour, je ne sais pas, je me retrouve seule justement en tant que femme ou maman ou quoi que ce soit, où je sache tout faire, ou presque, et que je sois pas perdue, débordée par une situation que je ne voulais pas connaître avant et qui pour moi est importante. Donc bref, tout ça pour dire que mes angoisses sont revenues un petit peu à la surface en étant maman, et que justement par rapport à ça, même si c'est pas tous les jours facile, là dernièrement, c'est vrai que bon, le Népal faisait partie d'un chemin un peu de de progression pour aller mieux, pour apprendre à gérer ses angoisses, pour mieux les comprendre. Bon, j'avais déjà fait des thérapies, comme j'expliquais dans le podcast. Donc, en fait, tout ça mis bout à bout fait que j'ai accumulé assez de connaissances sur moi, sur mes angoisses et sur ma manière de réagir pour aujourd'hui avoir pris quand même un peu de recul, tu vois. Et je pense que le fait d'en parler sur les réseaux, ça m'a aidé à me dire, mais Caro, en fait, arrête d'être victime de tes angoisses, parce que c'est pas ton tempérament, c'est pas ton caractère. Et là, en fait, tu te positionnes en tant que victime. Et même si, mais en fait, j'ai eu l'impression, tu vois, en prenant du recul, que le travail que je devais faire, il est fait. Même si tu apprends toujours encore des choses, bien entendu. Mais en tout cas, le plus gros du travail est fait. Tu sais d'où ça vient. Tu sais comment elle se déclenche. Tu sais ce qu'il faut faire dans le fond. Tu sais comment tu dois les percevoir et tout. Maintenant, agis. Je pense que j'étais trop dans l'attente, tu vois, que quelque chose se passe, que j'ai un déclic, que du jour au lendemain, j'ai plus d'angoisse. Bon, ça n'arrive pas. Et en fait, voilà, j'ai l'impression, en fait, de tourner, tu vois, une nouvelle page. Et mon mindset maintenant vis-à-vis de ces angoisses, ce que je disais l'autre jour, c'est que là, je me suis mis en mode fight, en fait, dans le sens où j'ai essayé la méthode douce. Je me connais assez pour savoir comment... pour connaître en gros le fond, mais en fait j'ai plus la patience et j'ai plus l'envie en fait de trop tergiverser autour de tu vois, quand elles arrivent il faut que je fasse non en fait là en fait j'ai décidé qu'à partir de maintenant, quand mes angoisses arrivent, parce que c'est des angoisses qui sont certes liées à des moments en particulier, mais qui arrivent aussi n'importe quand dès que mon esprit a un peu de bande passante, donc ça devient vite insupportable, ça devient vite lourd à porter, ça me met dans un mood, tu vois, journalier qui est pourri, alors qu'il y a aucune raison et que tout va bien. Donc en fait, je me suis dit, ok, bah tu vas arrêter de subir et c'est toi versus toi, parce qu'en fait c'est ta manière finalement d'interpréter ce qui se passe. Et j'ai décidé, tu vois, depuis quelques semaines là, de vraiment me faire violence et à chaque fois que ces pensées arrivent, de dire stop. Et pour l'instant, ça va, c'est-à-dire qu'elles prennent pas d'ampleur. Et voilà. Donc, je sais que ça, c'est pas à la portée de tout le monde et c'est pas à faire dès le début, parce qu'en fait, c'est quand tu fais ça au début que tu ne sais pas d'où viennent ces angoisses, qu'à un moment donné, elles ressurgissent. Tout à fait. Donc, c'est pas, tu vois, moi, j'ai compris aussi que, mais ça, je l'ai compris après, que finalement, c'est parce que j'avais de la bande passante, parce que j'avais fait le tri dans ma vie, mais à plusieurs moments de ma vie, qu'en fait, elles remontaient, ces angoisses. Ça veut dire qu'à un moment donné, je les ai enfouies, tu vois, et je les ai enfouies en me mettant tellement à fond dans le travail et tu vois, dans une routine qui était un peu néfaste pour moi, et encore, tu vois, je suis pas tombée dans la drogue, dans l'alcool ou quoi que ce soit, c'était quand même assez gentil, mais je veux dire, je me suis tellement mis dans une routine où je me forçais à ne pas penser, que ces angoisses, je les voyais pas trop. Et comme là, tu vois, depuis que je suis arrivée à Dubaï, j'ai fait un reset, j'ai repris, en fait, si tu veux, mon pouvoir humain, pour justement me recentrer, me reconnecter avec des choses réelles de la vie, de maman, de mon cocon, l'entrepreneuriat, de l'environnement dans lequel je suis, qu'en fait, en me délestant de tout ça, ça a laissé la place à mes angoisses de remonter. C'est pour ça qu'elles sont aussi présentes maintenant, parce qu'elles ont la place. Tout ça pour dire que c'est parce qu'à un moment donné, je les ai refoulées. Donc, c'est pas une bonne chose non plus. Moi, à l'heure actuelle, si je dis qu'aujourd'hui, je les fight et que je leur dis en fait stop, si aujourd'hui, j'arrive à me dire, OK, bon, bah, maintenant stop, c'est bon, t'as assez, tu vois, t'as compris,
Tu vas pas non plus, tu vois, c'est un peu genre on te donne une claque, deux claques, trois claques, t'essaies de comprendre pourquoi. Une fois que t'as compris, tu t'arrêtes de t'en autre joue. Bon là voilà, c'est ça. J'en suis arrivée à un stade où c'est bon, j'ai compris, j'ai fait mon bout de chemin, j'ai fait mes thérapies, j'ai fait tout ça. Je dis pas que j'en aurai plus jamais besoin, je dis pas qu'il y a pas d'autre chose qui va remonter à la surface, mais en tout cas à l'heure actuelle, toutes ces pensées négatives et ces angoisses qui viennent, qui sont démesurées parfois et qui viennent parfois sans raison aussi, bah je leur dis stop. Donc, mais ça a demandé, tu vois, tout ce process avant pour aujourd'hui en arriver là. Encore une fois, je suis en pleine expérimentation. Donc, mais je suis sereine et je suis confiante par rapport à cette nouvelle, tu vois, cette nouvelle méthode de dire stop. J'ai plus envie de subir. D'ailleurs, je n'ai jamais aimé subir, mais là encore plus. Et je ne veux plus être victime de mes angoisses. Et j'ai fait le travail qu'il fallait pour les comprendre, les interpréter, mais en fait c'est bon quoi, elles peuvent partir maintenant. Tu vois. Mais c'est très juste ce que tu dis et c'est très important que tu le dises, de ne pas faire ça dans un premier temps, qu'il faut d'abord apprendre à les banaliser, à reconnaître la même mélodie qui se répète pour ensuite effectivement se dire ok maintenant ça suffit, ça va plus contrôler ma vie. Donc c'est merci pour tout ça, je pense que c'est des vrais conseils que tu donnes et on voit que tu as vraiment travaillé dessus, tu as vraiment fait un vrai cheminement. Et je pense que c'est hyper important. Enfin, comme on le disait tout à l'heure, c'est le mal du siècle et on a besoin, tout le monde a besoin d'aide là-dessus. Donc, comme on le disait, effectivement, être entrepreneuse et en plus, supporter les angoisses, l'anxiété, ça amplifie un peu les choses. J'ai l'impression quand même, tout de même, que le fait que tu sois devenue maman, donc tu as aujourd'hui cette casquette de femme, de maman et d'entrepreneuse, et c'est ça qui est très inspirant aussi à travers toi et ton parcours. Est-ce que finalement, le fait d'être devenue maman, ça t'a permis de mettre un certain équilibre dans ta vie ? Oui, quand même, parce que ça me permet de mieux structurer mes journées, on va dire ça, et puis après, oui, effectivement, ma vie, mon quotidien, dans le sens où je connais, tu vois, des entrepreneurs, des entrepreneuses qui dédient leur vie à leur business, quitte à peut-être passer à côté de moments clés de l'évolution de leur enfant, si tu veux. Moi, c'est vrai que ça m'a ouvert les yeux sur le fait que certes, je suis entrepreneur, certes, je suis à 200% dans mes projets, mais j'ai envie aussi d'être à 200% dans mon rôle de maman. En tout cas, j'essaie du mieux que je peux. Et c'est important pour moi d'avoir effectivement une espèce de routine, de structure qui me permet d'être entrepreneur comme je l'entends, mais aussi maman et de ne délester aucun des deux pour ne rien regretter, parce que j'aimerais pas, tu vois, par contre, être entrepreneur, rentrer, ne pas voir Marlon, enfin, je veux dire, tout a des limites, et c'est ce que je disais l'autre jour dans le podcast, c'est que je me verrais pas non plus maman au foyer. J'ai besoin en fait de cet équilibre des deux. C'est ça qui me rend heureuse, et l'important c'est d'être à 100%, si tu veux, à des moments donnés, quoi. Donc j'essaye de structurer mes journées, mon temps de cette façon, et le fait d'avoir Marlon, ça m'a fait prendre conscience que j'ai pas envie ni besoin tu vois, d'être une entrepreneur qui se lève à 4 heures et qui voit pas ses enfants et qui mise tout sur la création d'un business qui potentiellement pourra peut-être s'écrouler, alors que mon enfant grandit, et que ça, par contre, je leur vivrai jamais, quoi. Donc c'est un choix. Après, c'est vraiment c'est propre à chacun. Moi, c'est vrai que j'ai besoin de cet équilibre pour ne rien regretter, quoi. Et puis l'humain passe avant tout. Enfin, je veux dire, l'entrepreneuriat, c'est très bien, mais ça reste des objectifs comment dire, c'est pas péjoratif, quoi, mais un peu d'ego, tu vois. Ça reste financier, ça reste une réussite, ça reste, ça vaut pas, ça, pour moi en tout cas, ça vaut pas la vraie vie. Ouais, ça reste des chiffres, ça reste, tu vois, du business, quoi. Donc ouais, c'est vrai. Donc j'essaie mais c'est bon, c'est pas évident, parce que tu vois, t'as toujours l'impression que t'en fais jamais assez, quoi, d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, en tout cas, moi j'essaie de faire au mieux, et puis voilà.
Et ouais, beh, c'est encore une fois, c'est pas simple, mais on essaie toutes de faire de notre mieux et c'est ça qui compte, c'est ça qui est important finalement. Donc tu crées comme tu le disais tout à l'heure, tu adores créer, je pense que tu as plein d'idées à la minute comme, comme beaucoup d'entrepreneuses et entrepreneurs. Donc tu as créé Vanderty, tu as créé Rec, tu as créé Osée Beauté, tu as créé, Cosmic Goddess. Donc aujourd'hui, on va se focus un petit peu sur Cosmic Goddess parce que c'est vraiment, ton dernier projet et en plus, comme tu le dis, c'est celui que tu as créé «toute seule» entre guillemets, qui émane vraiment de toi, même si tu as des équipes qui t'accompagnent au quotidien. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, la genèse de ce projet? Pourquoi? Pourquoi Cosmic Goddess? Pourquoi autour du café? D'où ça vient tout ça, de ce projet? Déjà parce que j'aime beaucoup le café, et que, en tant que consommatrice de café, je trouvais pas de enfin, tu vois, je me suis rendu compte qu'il y avait pas de marque, un peu féminine, dans l'univers du café. Et en entrepreneur, voilà, je me suis dit: «Bah, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans» et donc j'ai mûri le projet en réfléchissant à comment créer finalement une marque de café, de qualité, éco-responsable aussi parce qu'on a des capsules, on compose donc je voulais pas refaire si tu veux, je voulais pas revenir pour polluer encore un peu plus la planète étant donné que j'avais déjà, tu vois, j'avais dans ces 3 marques en plus, enfin l'idée c'était pas d'arriver encore avec mes gros sabots, c'était vraiment de réfléchir à un projet long terme, qui quand même, s'inscrivent dans une dynamique de faire attention en tout cas, à la planète, et de féminiser effectivement cet univers et comme voilà, j'aime bien laisser libre cours à mon imagination, que ce soit au niveau du nom Cosmic Goddess, au niveau de l'histoire, du personnage, voilà, je me suis vraiment éclatée parce qu'en fait j'ai laissé ouais, libre cours à mon imagination. Donc comme je disais l'autre jour, j'ai pas la prétention de dire que tu vois, je suis une aficionados ou que je suis la nana la plus calée en, en enfin sur l'histoire du café si tu veux. J'ai des connaissances, j'ai fait des formations, je sais je sais ce qu'il y a dans mon café, mais moi ce qui m'excitait surtout c'était la partie business en fait, c'était vraiment développer une marque dans un secteur dans lequel on ne m'attend pas, qui est quand même disruptif, avec des codes disruptifs pour un marché qui est quand même bien existant et bien implanté partout dans le monde avec des codes déjà bien définis. Donc moi, c'était vraiment plus m'éclater, si tu veux, dans ce projet en étant seule. Alors ça a des avantages et des inconvénients, c'est que ne pas avoir d'associés, ne pas avoir de financiers, ne pas avoir de enfin être seule, ça a des inconvénients aussi. Mais en fait, ça me permet d'être vraiment libre dans le développement de cette marque et c'est pour ça que j'ai pas de limite si tu veux que ça s'arrête pas juste à une marque de café et on va le découvrir dans les mois à venir, c'est que pour moi j'ai envie de construire autour de la Cosmic Goddess une communauté de gens qui aiment le café ou pas d'ailleurs, mais en tout cas qui aiment l'univers, qui aiment le discours, qui aiment l'évasion au travers de la Cosmic Goddess, qui aiment voilà, enfin créer vraiment un moment de partage et d'évasion, d'où la volonté aussi de développer rapidement, même si ça prend du temps, des coffee shops pour vraiment réunir les gens autour justement de cet univers et de les emmener avec moi un peu là-dedans. Et voilà, et puis créer vraiment des événements autour de Cosmic Goddess, donc autour du café, puisque bien entendu, ça reste un moment de partage lorsqu'on prend un café seul ou avec des amis. Mais, mais voilà, c'est ça. On est vraiment plus sur un univers de marque avec comme, comme hero product le café. Et l'idée, c'est de le développer, encore une fois, sans limite. Parce que l'univers est fort et que le café, ça se transporte enfin, assez facilement, quoi. Donc toi, c'est vraiment là ta force, c'est vrai, enfin, j'ai l'impression en tout cas que c'est le marketing, la créativité. Quel conseil tu donnerais justement, à toutes ces jeunes entrepreneuses pardon, qui lancent leur boîte ou qui ont envie de lancer leur boîte, pour justement se démarquer et créer une marque forte? En fait, je pense que ce qui fait fonctionner aussi une marque, c'est que ce soit une projection de nous-mêmes, que ce soit pas juste un nom ou juste une couleur. Il faut vraiment que les gens aient la sensation que ce soit ouais, une projection. Moi, Cosmic Goddess, on a bien compris que c'était enfin, une projection de moi, au même titre que Créer le Pancake avec Hugo. Donc,
je pense que les gens ont besoin de ressentir ça et finalement arrivent à accéder à ce qu'ils peut-être aiment chez vous au travers du produit ou de la consommation de ce produit et ont l'impression de partager ce moment ou en tout cas ce mood avec vous. Donc je dirais vraiment ne pas chercher à plaire, mais plutôt à se faire kiffer soi-même. Parce que quand vous vous faites kiffer et que vous partagez ce qui vous fait kiffer, ça résonne beaucoup plus que quelque chose qu'on vous impose ou voilà, ou dans lequel on se ment peut-être à soi-même entre guillemets. Donc je dirais pas de faire pour faire, mais vraiment de ressentir et de pas avoir peur d'oser, de pas hésiter à ce que le nom soit un peu disruptif, à ce que l'ADN soit fort, à ce que au contraire quoi, je pense qu'on est dans un monde où on a envie de voir des nouvelles choses et pas de voir des copier-coller de ce qui se fait déjà. Mais vraiment, je pense que la plus grosse partie, c'est que ça reste une projection de vous-même, quoi. Et de pas mentir à sa communauté sur le fond de la marque, en fait. Après, il y a plein de types de business. Il y a des business aussi qui sont faits juste pour finalement rentrer beaucoup d'argent rapidement et c'est un concept qui cartonne dans l'instant. Donc ça, c'est différent. Mais en tout cas, une marque qu'on voit long terme et qu'on veut dans lequel on veut s'éclater le plus longtemps possible, il faut vraiment que ce soit une projection et c'est d'ailleurs ça la clé, je pense, c'est de s'éclater dans ce qu'on fait, quoi. C'est ce qui tient aussi, c'est de se dire que, alors certes, il y a beaucoup de problèmes, de soucis, de lourdeurs dans l'entrepreneuriat, mais si c'est du kiff de développer sa marque, ça prend le dessus sur le reste. En fait, c'est ça, c'est super ce que tu dis, c'est faire du 100% soi et ne pas avoir peur d'oser être soi à travers ses projets pro. Et au final, c'est ça qui fonctionne parce qu'on le fait avec passion et on le fait avec notre âme et c'est nous, quoi. Complètement. Et c'est vrai que c'est un super conseil. On a toujours peur d'être soi, on va avoir tendance à regarder ce que font les meilleurs et finalement on se plante parce que, ben, comme tu viens de le dire, c'est justement une erreur. Ce qu'il faut, c'est donner libre accès et cours à notre créativité. Oui, et puis il y a des marques qui fonctionnent, qui n'ont pas pris d'exemple sur d'autres, qui ont créé eux-mêmes des business models. Donc je pense il faut croire entre guillemets en pas sa chance, mais en son pouvoir de création et de se dire que bah j'ai pas envie de faire comme les autres, je fais pas comme les autres. Enfin, c'est pas, au contraire, c'est bien de sortir un peu des cadres, quoi. Complètement. Est-ce que c'est pas vraiment une question. Je trouve ça hyper chouette que, bah, du coup, ton conjoint Hugo soit aussi un entrepreneur et je pense que c'est hyper important quand on est entrepreneuse d'avoir une personne qui a aussi l'esprit d'entrepreneur, une personne avec qui on vit, bien sûr. Est-ce que vous vous aidez? Comment ça se passe au quotidien? Est-ce que vous faites des brainstorms ensemble? Est-ce que vous suivez chacun le projet de l'autre? Est-ce que vous vous entraidez? Vous partagez un peu l'évolution de vos projets? Enfin, plus que partager, c'est-à-dire est-ce que vous travaillez, ben, justement sur les business models, la créativité et cetera? Vous faites tout ensemble? Alors bah justement, au début, un petit peu, on bossait pas mal ensemble et on s'est vite rendu compte que en fait, c'est pas le bon plan non plus de bosser avec son mec ou sa nana. Donc on a vite pris le pli donc déjà de séparer nos équipes, nos bureaux pour que voilà et on essaie de pas trop parler travail à la maison. Maintenant, c'est vrai que on se soutient beaucoup, on s'admire beaucoup dans le développement de nos marques et quand il y en a un qui est un peu voilà, qui se pose des questions, qui a un peu un coup de mou, il y a toujours l'autre pour le remonter. C'est vrai que j'ai énormément de chance d'avoir Hugo maintenant qui est entrepreneur aussi et qui comprend un petit peu les souffrances que j'avais à l'époque quand lui ne l'était pas. Donc forcément ça aide, ça stimule et ça rassure et c'est hyper important parce qu'on se sent vite seul. Et de toute façon on est seul, hein. mais en tout cas d'avoir quelqu'un qui à nos côtés qui nous comprend et peut nous aider ou en tout cas y voir plus clair, ça aide. Mais on ne travaille pas ensemble ni dans les bureaux, ni au niveau des équipes et ni dans le développement des marques. En plus, on a deux univers complètement différents. On a une manière de gérer nos business complètement différentes et du coup, ça a trop matière à, tu sais, à faire des comparaisons, des remarques et bon, ça sert à rien, quoi. Chacun gère son business comme il le gère et puis et tant que ça fonctionne pour l'un et pour l'autre, bah, c'est cool, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est ça qui compte.
Est-ce que tu peux rapidement, et ça sera l'une de mes dernières questions, est-ce que tu peux rapidement nous emmener un petit peu avec toi dans ton quotidien? Je vais y arriver. Donc tu parles souvent de Dubaï, du fait que c'est un mélange entre Londres et LA, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est quoi ton quotidien et c'est quoi vivre à Dubaï? Parce que ça nous intrigue. Enfin, tu sais, nous, enfin, quand je dis nous, je parle de la plupart des gens. On voit pas trop ce que c'est la vie là-bas et ça a l'air chouette quand même. Donc c'est quoi ta vie et puis c'est quoi la vie à Dubaï? Je dis toujours la vie à Dubaï, elle est douce parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a une image d'une ville. En fait, elle a plusieurs facettes cette ville. Il y a une partie très en mouvement, ce qui me fait penser à Londres avec des quartiers d'affaires, ça bouge, on dirait des fourmilières. Enfin, il y a vraiment il se passe des choses et c'est stimulant. Et puis il y a une partie beaucoup plus détente, beaucoup plus peace, avec toute la partie plus la plage, les petits coffee shops, qui est plus LA. Et donc c'est un bon mélange des deux parce qu'on peut avoir tu vois, l'excitation, je perds mes mots, la stimulation, si tu veux, d'une ville hyper active qui bouge, qui est en mouvement, qui évolue, mais aussi le côté calme, un peu plus retreat, tu vois, genre plus peace, les week-ends en famille. Voilà, il y a vraiment les deux et c'est assez magique parce que d'autant plus en tant qu'entrepreneur, c'est bien d'avoir les deux pour vraiment passer de l'un à l'autre et déconnecter de l'un ou de l'autre. Et après, on a une vie assez simple à Dubaï finalement. Alors, il y a une partie à Dubaï qui est géniale aussi, hein, toute la vie nocturne, les restaurants, les clubs, enfin, il se passe énormément de choses. Il y a tellement de choses à faire, mais en fait, on est assez casanier avec Hugo et on était un peu comme ça déjà à Londres. En fait, on se rend compte qu'on fait peu de choses et qu'on a notre routine, tu vois, d'entrepreneur. Je vais pas dire mettre au boulot dodo, ce sera abusé, mais en tout cas, voilà, sport, bureau. Et Marlon, tu vois, si tu veux. Et puis voilà, on se couche tôt, on se lève tôt. Donc en fait, ça s'enchaîne vite et on profite pas tant que ça de la vie à Dubaï, un peu fofolle. Mais en tout cas, c'est cool d'avoir l'opportunité quand même de temps en temps, tu vois, de bouger, de s'aérer et d'être dans une ville aussi dynamique en fait. Donc pour moi, Dubaï, c'est là où je devais être. C'est le parfait compromis entre Londres, Los Angeles. En tant que maman, en tant que femme, en tant qu'épouse aussi, on s'y sent bien, on s'y sent en sécurité. Moi, j'ai vraiment trouvé un équilibre de vie ici qui, je pense, est difficile à retrouver ailleurs. Et on s'y plaît vraiment beaucoup. Et malgré ce que les médias peuvent, tu vois, montrer de Dubaï, qui est quand même très, très, très bling bling, reflète pas du tout la réalité. Et d'ailleurs, les gens, nous, qu'on côtoie ici, qui sont devenus des amis, ont une vie tout aussi simple et font partie des plus gros entrepreneurs de Dubaï, quoi. Donc, on peut vraiment avoir une vie très simple, peut-être même beaucoup plus simple que j'ai pu avoir à Paris, tu vois, en habitant à Dubaï. Donc la vie est douce ici, ouais. Ouais, et puis votre vie privée est peut-être davantage préservée. Ah oui, c'est sûr que moi j'ai repris plaisir. Bon, on l'avait déjà à Londres, c'est pour ça que moi j'avais déménagé là-bas, mais je veux dire d'être ici, de pouvoir sortir avec Marlon au restaurant, à la plage, d'être monsieur, madame tout le monde, de pas avoir de gens j'ai pas de souci à ce que les gens viennent me voir, au contraire, mais tu sais, qui prennent des photos en secret ou moi j'ai des photos dans les magazines, à un moment donné, c'est horrible. C'est pas top, quoi. Donc, en fait, d'être comme, tu sais, voilà, moi, une fois par semaine, le dimanche, je vais faire mes courses chez Carrefour avec mon caddie. J'adore, en fait. Mais vraiment, c'est ma passion. J'aime être comme tout le monde, quoi. C'est d'ailleurs, tu vois, ça fait partie aussi de ça, le fait d'avoir lancé Cosmic, c'était de retrouver un peu cet anonymat. Alors, c'est bizarre, on veut toujours ce qu'on n'a pas. Bon, j'ai jamais trop cherché à être célèbre. Bon, je le suis, mais, enfin, célèbre, connu. Mais, et ça me sert, et bien entendu, je vais pas cracher dessus, mais bon, ça a des avantages aussi, en tout cas, dans des pays où, en tout cas, les réglementations sont un peu moins dures qu'à Dubaï. Et où, du coup, les gens se permettent un peu trop de choses. Mais c'est tellement agréable, en fait, de pas se sentir jugé, observé, épié. De vivre comme tout le monde et d'être dans ce petit cocon, tu vois, d'être un peu loin, parfois, de milieux dans lequel on gravite, parce que tu vois, le milieu de l'influence ou de l'entrepreneuriat, c'est des milieux un peu, enfin, voilà,
Oh, le médiatique, c'est des milieux qui sont un peu bizarres, tu vois, dans lesquels moi je me suis jamais retrouvée, dans lesquels j'ai jamais voulu graviter, mais où tu es malgré toi, quoi. Donc le fait d'être à Dubaï, ça nous a vachement préservé de tout ça, si tu veux, et ça nous a mis dans une petite bulle dans laquelle on se sent vraiment bien. Bah, c'est génial. En tout cas, on sent que tu es bien en harmonie avec ta vie actuelle, tes choix et c'est top, Ouais. bravo. C'est C'est ce qui compte, j'ai envie de dire. Est-ce que tu as des futurs projets? Donc bien entendu, je ne parle absolument pas d'agrandir la famille, parce qu'on connaît la réponse. Donc je parle vraiment de futurs projets. Ben, je sais pas, pour toi, des projets pro. Est-ce qu'il y a des futurs projets dans le pipe? Alors, si c'est des projets, ça va être plus du côté ambassadrice de marque. Donc, oui, j'ai des contrats qui sont en cours tu vois, de négociation pour l'année 2023, qui sont vraiment, vraiment pas mal et qui me plaisent beaucoup. Donc, ça, il y a toujours forcément entre guillemets, de la nouveauté et des projets, de fond, même avec, les marques, qui m'intéressent de développer. Donc ça, c'est top. Après, en projet pro, perso, je t'avoue que, bon, voilà, je me suis séparée de ma marque de beauté il y a quelques temps pour me focus sur Rec et sur Cosmic. Ça me prend énormément de temps et j'ai d'ailleurs pas le temps de tout faire. Et donc l'idée, c'est vraiment pas de relancer une marque ou quoi que ce soit, parce que là, ce serait vraiment de tirer une balle dans le pied. Et puis je pense que j'ai plus l'énergie. Et puis ça n'aurait pas de sens. Et voilà. Et puis après, non, j'ai envie, par contre, c'est ce que je disais, de participer, tu vois, à plus de podcasts, peut-être des masterclass, peut-être revenir un petit peu plus, si tu veux, sur mes réseaux, mais avec du fond, pas juste des photos à poster juste pour dire que je suis toujours là, mais vraiment essayer de mettre en place, ou en tout cas de répondre à des formats avec du fond pour partager un peu plus ce que je suis, ce que je fais, parce qu'en fait, on connaît pas grand-chose de moi au travers de mes réseaux, et c'est ce qu'on me dit souvent, et même mes proches me disent, bah, t'es pas la même Caroline sur les réseaux qu'en vrai. Et bon, ça me va, tu vois, parce que j'ai pas envie non plus de me dévoiler n'importe comment, mais j'ai envie de le faire intelligemment, et si ça peut, tu vois, aider ou inspirer entre guillemets d'autres personnes par rapport au parcours que j'ai eu, où maintenant je me sens quand même un peu plus légitime avec tout ce qui s'est passé dans ma vie pour en parler, bah carrément. Après, dans le pipe, j'aimerais bien commencer à écrire mon deuxième livre, mais ça aussi, c'est des projets qui prennent du temps. Donc voilà, il y a plein de petites choses. C'est juste qu'il faut trouver le temps et l'énergie. Mais il y a toujours des choses. Il y a toujours des choses. Faut juste savoir où est-ce qu'on met le focus. Et à l'heure actuelle, c'est clairement Cosmic, parce que voilà, il y a énormément de choses à faire. Et moi, Caroline Receveur, si tu veux, en perso, en tant qu'entrepreneur, qui peut communiquer, commencer à donner des conseils sur ce qu'elle a vécu et ce qu'elle peut transmettre à son audience pour être là, mais intelligemment, quoi. En tout cas, je trouve ça super parce qu'effectivement, avant, c'était plutôt, le côté, inaccessible qui était, cultivé et là, je trouve que, ben, tu rentres plus dans l'autre côté, ben, accessibilité, authenticité et je trouve ça génial parce que, ben, en 2022, c'est aussi ça qui fonctionne et c'est pour ça qu'on suit les personnes parce bah, c'est ce qu'on a envie de voir, l'authenticité, que les personnes soient accessibles et cetera. Donc je trouve ça top que tu te lances, entre guillemets, ce nouveau challenge parce que j'imagine que c'est pas forcément évident de passer d'une communication à une autre. J'ai jamais cherché à donner ce rendu-là, si tu veux. Je pense que c'était plus de la pudeur, parce que, comme je te Ouais, disais, bien sûr. ce truc de pourquoi moi, machin. Enfin, donc, il y avait ce truc un peu de pudeur. Il y avait ce truc aussi, comme j'expliquais dans mon dernier podcast, de pas vouloir subir en fait certaines réactions des gens qui pouvaient me donner d'autres angoisses. Donc et puis un manque de confiance en moi, je pense, en tant que femme, en tant qu'entrepreneur. Bon voilà, le temps a passé, j'ai 35 ans maintenant, j'ai monté 4 sociétés, je suis maman, j'ai fait face à des choses qui peuvent être douloureuses ou gênantes parfois. Donc j'ai assez, si tu veux, de data pour maintenant partager. Je pense que j'ai toujours attendu ça aussi, parce que encore une fois, ça n'a jamais été une fin en soi d'être connue ou d'être sur Instagram. Et maintenant, je prends plaisir à, si tu veux, revenir partager des choses qui peuvent aider, parce que, enfin, faire des photos sur Instagram et qu'on te dise que t'es jolie, bon, c'est toujours très agréable, mais enfin, moi, ça me nourrit pas, et puis ça nourrit pas les gens non plus. Donc j'aime faire des belles photos. J'aime que mon Instagram, ce soit une vitrine parfois un peu éditoriale de photoshoot dans lesquelles je m'amuse, mais j'aime aussi partager du fond. Et j'avais besoin de ces 2 dernières années pour faire un peu un reset, pour
tu vois, la tendance sur Instagram, là, c'est de faire des reels. Bon, tu traverses la rue, j'ai du mal avec ça. Bon, c'est très bien, ça fonctionne, mais j'ai pas envie d'être sur les réseaux pour ça. Ça m'empêchera pas de le faire de temps en temps. Mais, voilà, là, j'ai envie non pas de me rendre plus accessible, mais j'ai envie de partager, si tu veux, tout ce qui s'est passé dans ma vie ces 10-15 dernières années et de le mettre à profit maintenant que j'ai l'impression d'avoir les reins solides, ou en tout cas d'être assez mûr pour le faire, et de manière intelligente et réfléchie. Et voilà. Donc, jamais cherché à être inaccessible. Je pense que j'étais juste pas prête à partager des choses de fond comme ça, parce que j'avais besoin déjà, moi, en fait, de vivre ces choses pour pouvoir en parler derrière. Je me verrais pas donner des leçons ou des conseils sur des choses que je n'ai pas vécues. Donc, tu vois, là, ça va me permettre de donner des conseils, en tout cas, me parler de mon expérience sur ces sujets-là. Et puis, dans 10 ans, ce sera peut-être sur d'autres sujets, parce que j'ai encore plein de choses à vivre. Mais non, je suis contente aussi. C'est ça qui me stimule, et c'est pour ça que je dois remettre en top de ma liste, tu vois, c'est interaction avec mon audience. C'est pour ça aussi que je veux créer des coffee shops avec Cosmic Goddess, que je veux faire un peu plus de meet-up, de retourner au contact, si tu veux, parce que les réseaux, j'ai pas envie de raconter ma vie tous les jours en story. D'ailleurs, c'est pour ça, quand tu dis que c'est des contenus plus spontanés, oui, alors je pourrais effectivement poster des photos de moi, la tête en vrac, mais jamais vraiment spontané, puisque tu prends la photo, ouais. Tu vois. Donc, c'est pour ça que j'aimais bien les vidéos week, parce qu'en fait, la caméra était là, mais je la calculais même pas, et donc il y a pas de montage, il y a rien. Donc, il est génial, ce format, d'ailleurs. Ouais, j'adore, mais c'est vrai que c'est quand il n'y a pas de fond, pour moi, ça n'a pas d'intérêt, tu vois. Donc, on attend d'avoir des moments avec un peu de fond pour avoir des choses à dire et condenser tout ça. Mais je pourrais être plus spontanée, si tu veux, dans un format où je pose des photos un peu à l'arrache, et puis voilà. Mais bon, comme ma vie se résume à être derrière un ordinateur et passer du temps avec Marlon, et que c'est ni intéressant ni ce que j'ai envie d'utiliser Marlon comme outil marketing, bien sûr, je vais pas prétendre être spontanée alors que ça l'est pas, tu vois. Donc je fais un peu à ma sauce. Ça a toujours été un peu ma marque de fabrique. Alors je cherche pas ce que ça marche ou que ça marche pas. J'allais dire peut-être que ça marchera pas, c'est pas grave. En tout cas, ça me correspond. Donc je préfère encore une fois faire moins, mais que ce soit moi 100%, plutôt que de faire pour avoir plus de likes ou être là, quoi. Ouais, non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et puis merci pour ta transparence, franchement, c'est génial. Enfin, c'est hyper clair. Enfin, je pense que tu vas éclairer beaucoup de personnes qui te suivent depuis un moment. C'est hyper clair, c'est hyper intéressant, et je suis d'accord. Si c'est pour délivrer du contenu parce que c'est ce qui fonctionne au niveau de l'algo Instagram et que ça n'a aucune valeur, effectivement, je te rejoins à 100%. Je ne vois pas l'intérêt. Oui. En tout cas, de la valeur, aux yeux de chacun, quoi. Je veux dire, il y a des gens qui savent faire des trucs incroyables que je serais incapable de faire. Et moi-même, des fois, je me dis, j'aimerais bien faire ça, mais en tout cas, moi, c'est pas, ouais, je suis plus dans des choses un peu de fond que j'ai envie de partager, prendre le temps, tu vois, de faire des Q&A comme je fais un peu plus souvent. Voilà, vraiment plus échanger, et connecter, pas juste physiquement, mais plus, ouais, mentalement avec mon audience. En tout cas, ce qu'on retient, c'est que tu es une personne très intuitive qui fait beaucoup appel à ton intuition et que tu as besoin d'être alignée avec tes choix, comme tout le monde, hein, mais tout le monde ne sait pas le faire. Donc c'est génial de trouver la manière d'être aligné avec ses choix et de les assumer. Tu as dit 2 phrases qui sont hyper inspirantes. Tu as dit, il faut trouver quelqu'un qui t'aime comme tu aimes, pardon. Et tu as dit une autre phrase qui est très inspirante et que j'avais vraiment envie de placer parce qu'elle fait vraiment écho, tu vois, à la mission derrière les locomotives. Donc tu as dit: «Peu importe d'où l'on vient, il faut simplement croire en ses rêves et ne laisser personne nous empêcher de rêver notre avenir». Oui. Voilà, donc je voulais vraiment terminer avec cette petite phrase avant de passer à nos 3 questions rituelles, car tu n'es absolument pas au courant, mais il y a 3 questions rituelles surprise. Mais du coup, je voulais quand même terminer avec cette phrase qui est, je trouve, tellement vraie et tellement importante. Merci Caroline pour ton témoignage, merci pour cet échange génial. J'aurais pu te garder toute la journée, mais évidemment, je ne vais pas le faire. Mais toute bonne chose a une fin de toute façon. Donc, on va terminer avec les 3 questions rituelles du podcast. Donc, la première question, Caroline, c'est: quel était ton rêve de petite fille? Mon rêve de petite fille, je sais pas si c'était un rêve, mais je me voyais institutrice. Je jouais souvent la maîtresse avec ma petite sœur, donc je me visualisais professeur des écoles, voilà. C'était pas nécessairement un rêve, mais en tout cas, c'était ma vision de l'époque. Ouais. Et ça fait sens avec ce que tu dis aujourd'hui, le besoin de transmettre de la valeur aux autres. Ouais, c'est vrai.
C'est vrai. Intéressant. Deuxième question. Bon, j'ai dit beaucoup de phrases que tu as citées, donc voilà, il va falloir en trouver une autre ou pas. Mais du coup, est-ce que tu as un mantra qui te guide dans la vie, une phrase voilà, que tu aimes bien? Non, une qui résonne depuis pas mal de temps et qui fait sens, en fait, plus tu grandis, mais à tous les niveaux, hein, qui est un peu général, mais qui fonctionne, c'est un mantra. Hein. C'est quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Ouais, mais c'est tellement vrai. Et c'est assez fou à quel point c'est vrai. Et en fait, je m'écoute beaucoup maintenant, ne serait-ce que même des sensations physiques ou je sais pas, je m'écoute. Ouais. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Vraiment, ça fonctionne assez bien. Ça fonctionne assez bien. C'est vrai. C'est très, très vrai. Voilà. Et attention, dernière question un petit peu plus difficile, tricky, je dirais. C'est quoi pour toi être une locomotive dans sa vie? Être une locomotive dans sa vie, je dirais embarquer pour moi les gens, son entourage dans une quête d'être la meilleure version de soi-même, en tout cas de se trouver, d'être aligné, de se sentir là où on doit être, d'être un moteur en tout cas pour les gens dans cette recherche je dirais de paix en fait, parce qu'une fois que tu es aligné, que tu es là où tu dois être, tu te sens en paix. Et d'ailleurs, j'ai un peu, malgré moi, ce rôle avec mes proches, mes amis, mon entourage, d'être un peu cette locomotive qui peut aller remuer un peu dans le fond, mais ça fait un peu mal, mais pour son bien. Voilà. Écoute, pour mieux se connaître, c'est tellement important de se connaître. Complètement, c'est la clé de tout, j'ai envie de dire. Mais bravo, pas bravo, mais c'est top, j'adore la définition, c'est super, je valide. Bon, en tout cas, c'était génial d'échanger avec toi, Caroline. Vraiment, encore, merci infiniment d'être passée sur les locomotives. Avec plaisir. Je te souhaite une très bonne continuation et évidemment plein de bonheur et de succès. Merci beaucoup. À très bientôt. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.